Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention gifle. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Les plongeurs du bataillon prennent tous les risques pour empêcher une épave de polluer la faune et la flore des eaux cristallines du Frioul. Jusqu'à l'aube, plusieurs unités de marins-pompiers luttent pour désincarcérer une victime prisonnière de son véhicule. Chaque jour, les marins-pompiers de Marseille font face aussi à d'autres épreuves, l'assistance à personne et les urgences psychiatriques. Vous avez eu peur? Vous avez vu du monde rentrer, c'est normal. D'accord? Vous venez avec nous, on s'assoit sur le canapé? Ce qui fait la spécificité de Marseille par rapport aux risques, c'est qu'on a tous les risques qui sont concentrés sur une même ville. Et c'est le cas pour la caserne de Pointe-Rouge, située sur la côte est de la cité phocéenne et qui répond à toutes les urgences sur le littoral marseillais. Une équipe de marins-pompiers est en alerte permanente tout au long de l'année et intervient grâce à la vedette de la Société nationale des sauvetages en mer. Stéphane n'a jamais regretté d'être le patron de cette vedette, baptisée la Bonne Mère de Marseille. Car chaque jour, les interventions qui se succèdent ne sont jamais les mêmes. Cette ambulance des mers évolue le long des 24 km de côtes déchiquetées qui vont de Marseille à Cassis, entre mer et montagne, dans les calanques aux eaux turquoises entourées de maquis. Ce sanctuaire de la nature offre des falaises vertigineuses, des plages secrètes bordées par une faune marine exceptionnelle, mais fragilisée par 2 millions de visiteurs chaque année. De quoi mettre en alerte les marins-pompiers de Pointe-Rouge 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la vedette est appelée pour une mission spéciale à 3 km au large de Marseille, dans l'archipel du Frioul. En face de la pointe du Brigantin, un bateau menace de polluer la faune et la flore, unique dans ce coin de paradis. Le Liberté 3, une goélette de 16 mètres, repose par 15 mètres de profondeur et menace de polluer les fonds marins en libérant sa cargaison de carburant. Il faut retourner 24 heures en arrière pour comprendre comment cette épave est devenue en quelques minutes un danger pour l'environnement. Croisant à la pointe du Brigantin, le Liberté 3 heurte violemment un rocher affleurant à quelques mètres de la surface de l'eau et menace de couler. Les marins-pompiers de Pointe-Rouge venus au secours de l'équipage tentent dans un second temps de sauver le bateau du naufrage. Alors les marins-pompiers tentent la manœuvre de la dernière chance. La vedette de Pointe-Rouge pousse à fond ses 2 moteurs de 500 chevaux, mais le bateau, alourdi par sa cargaison d'eau, ne bouge pas d'1 millimètre.
Impossible d'extraire le Liberté 3, coincé sur son rocher. Lorsque tout à coup le bateau s'enfonce par l'arrière, risquant d'entraîner avec lui la vedette de Pointe-Rouge. Le Liberté 3 disparaît dans les eaux de l'archipel du Frioul en 18 secondes. Heureusement, grâce aux marins-pompiers de Marseille, cette tragédie maritime n'a fait aucune victime. Car si le Liberté 3 a emporté dans son naufrage des biens précieux pour le capitaine, sa salle des machines est également remplie de produits toxiques pour la faune et la flore. Là, on va faire on va récupérer donc les papiers du bateau, les effets personnels des gens. On va étancher donc tout ce qui est cuve de gasoil et les différents fluides qu'on pourrait trouver à bord pour éviter une pollution. La mission s'avère compliquée. Certes, le Liberté 3 n'est qu'à une quinzaine de mètres de profondeur. Mais les plongeurs vont-ils pouvoir évoluer dans la cale pour atteindre le compartiment moteur où se trouvent les cuves de gasoil? Sur le chemin, Stéphane, le patron de la vedette, prépare son équipage. Si éventuellement on peut fermer des vannes, tu vois, d'arriver des gasoil sur le moteur, des conneries comme ça, faire ça. Après, il y aura notre matos, c'est-à-dire il y a la spirale à récupérer, qui doit être à l'avant normalement. Il y a la remorque avec la patte doigt, certainement au bout, qui a été coupée. Et après, eux, ils vont nous demander de récupérer des trucs aussi, du matériel à eux, tu vois. La vedette de Pointe-Rouge arrive à la pointe du Brigantin. Ouais, pas trop près de la pointe, hein, que tu aies un rayon d'évitage correct quand même. Ouais, tu sais quoi, reste par là, on est pas mal. Pour devancer les pilleurs d'épaves, 2 plongeurs marins-pompiers vont effectuer une première reconnaissance. Lionel, le capitaine du Liberté 3, s'est positionné avec son Zodiac au-dessus de l'épave de son bateau qui repose par 15 mètres de fond. Il va pouvoir donner des informations précieuses aux plongeurs pour se diriger plus facilement dans son galion. Affleurant à la surface telle une menace, le pommeau du mât principal du Liberté 3 sert de repère aux plongeurs de Pointe-Rouge. C'est un peu hors du commun parce que là, il va falloir qu'on a un but, quoi. On doit aller chercher du matos, on doit aller quand même contrôler aussi, surtout à la base pour la pollution. Tout ce qui est cuve gasoil, puisqu'il y a 300 litres de gasoil dedans. Au niveau des moteurs, tout ce qui est huile, etc. Du coup, on va tout contrôler. Si on doit fermer des vannes, on va les fermer. Et ensuite, après, on a du matos à récupérer pour les propriétaires du bateau. Et ensuite, nous aussi, notre matos, on a 2-3 trucs à récupérer dessus. On a l'hélice Frioul qui nous arrive dessus, là. L'équipe du Frioul est dotée d'une hélice, une embarcation légère d'incendie et de secours. L'équipage va prêter main forte à ses collègues de Pointe-Rouge. Les marins-pompiers de Pointe-Rouge appartiennent à l'élite des plongeurs de la section opérationnelle aquatique du bataillon de Marseille, la SOS Aqua. Vous me faites signe quand vous mettez à l'eau, comme ça je vous ferai le départ. L'hélice prend le relais de la vedette de Pointe-Rouge, car les fonds marins où se trouve l'épave sont dangereux et truffés de rochers affleurants. L'équipage vient se placer à la verticale de l'épave du Liberté 3. Il est où? Alors attendez, je vous explique. Nous d'abord, en premier, ce qu'on va faire, c'est une reconnaissance par rapport au risque de pollution, d'accord? On va faire une inspection en fait, et puis éventuellement fermer s'il y a des vannes gasoil à fermer, tout comme ça. Donc actuellement, on a le Zodiac du propriétaire sur zone à proximité. Et prenez aussi que les 3 plongeurs à l'eau sont en train de procéder à une reconnaissance pour couper les fluides et éviter la propagation de la pollution. Dès les premiers mètres, apparaît ce fameux rocher affleurant responsable de la tragédie du Liberté 3. Dans son naufrage, l'épave a rejoint les fonds marins à 15 mètres de la surface. Dans cette zone, les courants et la houle brassent en permanence la vase. Les plongeurs n'avaient pas prévu de progresser dans une eau trouble.
L'épave est intacte, mais son allure de galion d'une autre époque donne le sentiment qu'elle a toujours été là, depuis des siècles, à l'exception d'objets modernes qui trônent sur le pont arrière. Les plongeurs de la SOS Aqua vont tenter d'accéder au compartiment moteur. À la surface, le capitaine et propriétaire du Liberté 3 attend impatiemment le retour des plongeurs. Les pilleurs d'épaves ont-ils déjà dépouillé le contenu de son bateau? Les plongeurs de Pointe-Rouge tentent de retrouver des effets personnels appartenant à des membres de l'équipage évacués en catastrophe la veille. Seule indication, ils se trouveraient à l'intérieur de la cabine de pilotage située à la proue du bateau. Les plongeurs évoluent prudemment dans un environnement hostile. Certes, le bateau est échoué sur les fonds marins, mais son équilibre est précaire. Une houle soudaine ou une vague provoquée par le passage d'un bateau croisant dans la zone suffit à le faire tanguer. Il ne faut pas traîner car la météo change très vite en Méditerranée. L'équipe des plongeurs avec Stéphane, le patron de la vedette en tête, découvre l'épave pour la première fois. Le Liberté 3 est une réplique de goélette du XVIe siècle, construite pour les besoins d'un film tourné dans les années 70. Les plongeurs doivent se diriger dans le noir et la vase pour atteindre la vanne, en rouge, du réservoir principal. Un seul plongeur peut espérer se faufiler dans la cale pendant que les deux autres assurent la sécurité de l'intervention. À la lueur des torches, Stéphane progresse difficilement dans la cabine moteur, à la recherche de cette fameuse vanne qu'il doit à tout prix fermer pour empêcher toute fuite de liquide toxique. La réserve de gasoil se trouve quelque part dans cette vase en suspension. Stéphane manipule dans le noir ce qui semble être enfin une vanne. Mais dans le doute, pas question de poursuivre la mission sans prendre le risque d'épuiser les réserves d'air dans ce galion instable et qui pourrait se transformer rapidement en une souricière sur les plongeurs de la SOS Aqua. Il donne l'ordre de remonter à la surface. Une deuxième plongée sera nécessaire pour s'assurer que l'épave ne constitue plus un danger pour l'environnement. Mais avant d'effectuer cette manœuvre, Stéphane juge plus prudent de rejoindre le capitaine du Liberté 3 qui attend à la surface dans son Zodiac. Tu m'as dit t'as fermé la vanne? Alors la vanne j'en ai fermé une. Ah non, bah moi j'en ai fermé qu'une comme ça, mais je sais pas laquelle que c'est. Moi c'est la seule, il y en a qu'une. Il y a deux réservoirs. Quand vous regardez le moteur comme ça, Ouais. vous avez deux réservoirs, un qui est là et un qui est là. Ouais. Derrière le moteur. Derrière le moteur. Vous avez juste une vanne à fermer comme ça. Ouais. Éventuellement, au milieu, il y a une caisse séparation d'eau. Ouais. Il y a aussi une petite vanne carburant. Ouais, si c'est peut-être séparation d'eau, c'est pas. Ok. Ça va. Deuxième tentative. La palanquée retourne dans cette cale envahie par la vase, mais cette fois avec une connaissance plus précise du chemin à emprunter. Mais il ne faudra pas traîner, car les réserves d'air largement entamées ne sont que d'une dizaine de minutes. Stéphane et son coéquipier rejoignent à nouveau les entrailles de l'épave. Le troisième plongeur veille sur ses compagnons et se tient prêt à porter secours en cas d'imprévu. Cette fois, Stéphane a bien repéré où il doit concentrer sa recherche. Mais l'accès à la cuve a été rendu difficile par la déformation de la coque lors du naufrage. Tel un spéléologue, il se faufile à nouveau, au risque de rester coincé derrière le moteur. Sa témérité est enfin récompensée.
la vanne se dévoile enfin. Stéphane ferme l'accès à la cuve à double tour et vérifie plutôt 2 fois qu'une que le gasoil ne se répandra pas dans les eaux du Frioul. Reste à retrouver le chemin du retour, car la réserve d'air touche à sa fin. Dans la panique de l'évacuation du Liberté 3, 21 personnes ont dû laisser derrière elles toutes leurs affaires personnelles. Les 3 plongeurs de la SOS Aqua, chargés, remontent vers la surface, avec des valises, des sacs contenant des pièces d'identité, de l'argent et des cartes bancaires. 3 lettres synthétisent la mission et les priorités des marins-pompiers. PBE. P pour secours à personne, B pour sauvetage des biens, E pour environnement. C'est un peu le bordel, hein. J'ai bien fermé la vanne à gasoil. Tout est fermé, tout est bon. Il n'y a aucune fuite. J'ai fermé même les 2 eaux là. Alors, la profondeur, combien vous êtes descendu au max? 16 mètres. Ok. Et au niveau pollution, pour vous donner les infos de la trace. RS, c'est bon. Bien. Il n'y a rien. On va sortir, on sort. Hein? J'ai fermé toutes les vannes, tout est fermé, tout est isolé. Attends, on sort, tu peux nous récupérer là. Mission accomplie pour les marins-pompiers de Pointe-Rouge. Stéphane fait son rapport au COSIM, le centre opérationnel de secours et de sauvetage de la ville de Marseille. L'ensemble du circuit gasoil a été vérifié, les vannes ont été fermées, donc il n'y a pas de fuite de carburant ni d'autres fluides provenant de la cale du bateau. Reste un problème majeur, les 2 mâts de la goélette qui affleurent à la surface de l'eau. Ils constituent un véritable danger pour les plaisanciers qui croisent dans la zone. L'équipe de Pointe-Rouge rejoint sa base car cette opération ne relève pas de la compétence des marins-pompiers. Cette opération sera à la charge du propriétaire du bateau. C'est la nuit que Marseille laisse apparaître son nouveau visage. La cité phocéenne, traversée jusqu'en son centre par 3 autoroutes et qui s'étire dans certains quartiers en longs boulevards à 3 voies, incite les usagers de la route aux excès de vitesse. La caserne Saint-Pierre vient d'être appelée. Au niveau du rempart, avec la VL sur le côté, à l'intérieur de la VL, c'est une de 65 ans consciente, coincée à l'intérieur du véhicule avec un chien à l'intérieur. Actuellement, balisage en cours, nous allons procéder à l'ouverture de la VL avec le VSR. Le VL, le véhicule léger accidenté, va être pris en charge par l'équipe du VSR, le véhicule de secours routier. Christophe est de garde cette nuit. Le COSIM, le centre opérationnel des secours et de sauvetage de la ville de Marseille, vient de prendre la décision d'envoyer un chef de groupe de Saint-Pierre pour diriger les opérations sur place. Il est environ 4h, 4h30 du matin. L'intitulé de l'ordre de mission, c'est accident VL seul, donc véhicule léger seul. Un véhicule seul, accidenté. L'automobiliste aurait-il perdu le contrôle de son véhicule? Car ce carrefour est réputé dangereux la nuit. Les véhicules y débouchent à grande vitesse. L'accident est grave, l'intervention va être délicate. Une douzaine de marins-pompiers tentent de porter secours à la victime et sécurisent la zone. Bougez pas, madame, bougez pas. Faites comme je vous dis. La première info que j'ai, c'est qu'il y a une personne, une femme d'une 50aine d'années, qui est consciente, qui parle, mais qui est coincée dans le véhicule. Attrapez-le, voilà. Attrapez-le et vous le mettez au-dessus de la tête. Voilà. Il a déjà envoyé au contact un marin-pompier pour essayer de prendre contact avec la personne, c'est-à-dire voir si elle est consciente, si elle est inconsciente. Le contact permanent établi avec la victime
a pour but de faire baisser son stress et de l'empêcher de sombrer dans l'inconscience. Car le véhicule a effectué plusieurs tonneaux, éjectant par chance un des passagers du véhicule. Le chien de la conductrice qui s'en est sorti sans une égratignure et qui entend la voix de sa maîtresse, incarcérée dans sa prison d'acier. Avec les tonneaux, elle s'est retrouvée côté passager. Elle se plaint de douleurs au cou et à la hanche gauche. Le mal peut être plus grave parce que ça peut y avoir un problème à la colonne vertébrale. On se doit de prendre des actions, de réaliser des actions de façon à sécuriser au maximum la personne, ne pas aggraver ses douleurs ou son état. Le véhicule est immobilisé par une cale. Il ne doit pas bouger d'un millimètre pendant l'intervention. Un marin-pompier, surnommé l'écureuil, est venu au contact de la victime par le coffre arrière pour l'immobiliser. Les marins-pompiers vont tenter d'extraire la conductrice dans un temps le plus court possible, sans aggraver son état. Mais impossible d'évacuer la conductrice par les portières du véhicule. Vu la position du véhicule, je vois tout de suite qu'il va falloir faire une découpe de la voiture, faire une action de désincarcération. La stratégie conduite par Christophe est simple. Découper la voiture comme une boîte de conserve et évacuer la victime avec douceur. Le responsable technique détermine précisément à quel endroit le véhicule doit être découpé, car rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, les véhicules sont faits de telle façon, on a beaucoup d'airbags, on a beaucoup d'électronique, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Selon la marque des véhicules, il y a des endroits où on peut couper, il y a d'autres endroits où on ne peut pas se permettre de couper parce que ça risque de déclencher l'airbag, ça risque d'engendrer d'autres choses derrière. Il peut y avoir une fuite d'huile, une étincelle, quelque chose peut provoquer un incendie, il peut y avoir un suraccident qui entraînerait là encore un surdanger pour la personne à l'intérieur de la voiture et pour les équipes de marins-pompiers. Le déclenchement soudain d'un airbag pourrait violemment comprimer les cervicales de la victime et aggraver son état. Les marins-pompiers vont utiliser un matériel adapté à la situation. Ils ont à leur disposition un VSR, le véhicule de secours routier. Le VSR se reconnaît facilement à ses volets roulants. Il intervient dans les opérations de désincarcération. Dans cette grosse boîte à outils, un groupe électrogène pour produire de l'électricité. Une disqueuse qui permet de découper des rideaux métalliques et l'instrument principal de désincarcération, une paire de cisailles hydrauliques capable de couper des éléments d'acier comme des barreaux. Dans un premier temps, les équipiers du VSR procèdent à la découpe du pare-brise et des vitres du véhicule. Cette opération est prioritaire avant de déclencher la phase de découpage du véhicule. La victime à l'intérieur est protégée par un drap pour éviter d'être blessée par des projections d'éclats de verre. C'est seulement une fois les parties vitrées dégagées du véhicule que les marins-pompiers vont pouvoir s'attaquer à la deuxième phase la plus résistante et délicate, les portières. On prend la pince perroquet, on attaque le montant là, ici, voilà. Celui-là là, celui-là, et après ça s'ouvrira. Prends la pince perroquet s'il te plaît. Elle est prête, elle marche. Allez. Le chef du VSR donne l'ordre de passer au découpage du véhicule. Alimenté par un tuyau relié au compresseur du VSR, le véhicule de secours routier, les marins-pompiers vont utiliser une pince perroquet, seule capable de broyer une partie de la structure d'un véhicule. Ça va être un peu long là. La pince perroquet tire son nom de la forme d'un bec de perroquet. Certaines races de perroquets peuvent, à l'aide de leur bec, produire une pression de 15 kg au centimètre carré, de quoi découper une branche de 3 cm. La pince perroquet des marins-pompiers développe une puissance inégalée de 700 kg au centimètre carré, de quoi broyer des barreaux ou des structures épaisses en acier de plusieurs centimètres d'épaisseur. Grâce à la pression hydraulique et la forme de cette cisaille de désincarcération, les équipiers du véhicule de secours routier découpent la tôle à des endroits très précis. À l'intérieur du véhicule, la victime protégée de son drap est rassurée par le marin-pompier qui lui décrit l'intervention en direct. Tu te protèges ?
Fais couper. Le véhicule accidenté est un modèle 4x4, doté d'une structure très résistante au choc. Les jonctions entre portière et toit résistent à la pince perroquet. Une connaissance parfaite des structures de chaque modèle permet aux marins-pompiers de gagner un temps précieux sur l'intervention. C'est grâce à de nombreux exercices effectués dans des cases de voitures que les marins-pompiers sont formés au découpage sur tous les types de véhicules. La victime, toujours sous le choc de l'accident, ne réagit pas. Un dernier morceau de tôle de sa prison d'acier refuse de céder. Voilà, devant c'est coupé. Mais heureusement, la pince perroquet a le dernier mot. Cette fois, les marins-pompiers vont pouvoir procéder au dépavillonnage. Déplier le toit du véhicule. Cliché, calme bien la victime, hein. Ok, on redescend. En hauteur aussi, les gars, les protections. La conductrice, au contact du marin-pompier chargé de veiller sur elle, est toujours consciente. Maintenue parfaitement depuis le début d'intervention dans une position fixe, son état ne s'est pas aggravé. Attrapez-le et vous le mettez au-dessus de la tête. Les marins-pompiers glissent entre la victime et le dossier du siège un KED, une attelle, qui va maintenir en priorité l'axe de sa tête, du cou et du tronc pour sécuriser sa colonne vertébrale. Donc là, pour la victime, vu qu'il y a un risque trauma, c'est de lui faire un bon calage au niveau des cervicales et du dos. Donc là, on est en train de lui passer ce qu'on appelle le KED, de façon à bien lui tenir la partie, l'axe colonne vertébrale, cou. De façon à ce qu'on la sorte sans risque pour elle s'il y avait un éventuel trauma au niveau de la partie dorsale. Malgré plusieurs tonneaux, ses douleurs et le temps de la désincarcération, la victime, rassurée par l'action des marins-pompiers du bataillon, est restée calme et confiante jusqu'au petit matin. Hors de danger, elle sera transférée dans un des véhicules de secours du bataillon pour rejoindre l'hôpital de la Timone. La mission des marins-pompiers est presque achevée. Mais le véhicule accidenté qui constitue un danger pour la circulation doit être évacué pour éviter un suraccident. Le fidèle compagnon de la victime attend d'être lui aussi transféré, mais cette fois à la SPA locale, en attendant que sa maîtresse vienne le retrouver et oublier en sa compagnie ce mauvais souvenir. C'est aux premières lueurs qui irradient Notre-Dame de la Garde avec la bonne mère juchée à son sommet que nous rejoignons la caserne de Pointe-Rouge. Comme chaque matin, la relève de la garde s'apprête à se livrer à un rituel quotidien, en même temps qu'un examen d'aptitude sportive. L'épreuve de la planche. Chacun leur tour, les marins-pompiers doivent prouver à leurs supérieurs qu'ils possèdent une condition physique en accord avec le statut de marin-pompier. La planche dite à rétablissement a été créée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1895. La planche est une planche de chêne d'une épaisseur de 5 cm sur 1 mètre de largeur et 1,30 m de longueur. Elle est fixée à 2,40 m du sol. Le franchissement de cette planche en uniforme de feu est la condition essentielle pour être apte à partir en intervention.
L'objectif de cet exercice quotidien est de vérifier si le personnel est capable de se rétablir à la force de ses bras en cas de chute d'un toit ou alors un plancher qui s'effondre. J'ai déjà chaud en treillis là. Suite à un accident de moto, Anthony va passer ce matin l'épreuve de la planche sous l'œil bienveillant de ses collègues de Pointe-Rouge. Réussir cette épreuve lui permettra de confirmer qu'il est sur la bonne voie pour poursuivre sa carrière de marin-pompier. Lorsqu'un marin-pompier ne parvient pas à monter la planche, il est noté échec planche et déclaré inapte à partir en intervention. C'est là? L'épaule d'Anthony le fait encore trop souffrir. Mais il n'a pas d'autre choix que de franchir cette planche s'il ne veut pas être exclu du bataillon. Il y a une semaine, je ne la passais pas du tout en tenue de sport. J'ai réussi en tenue de sport, après en treillis. Là, je suis en tenue de feu, c'est plus compliqué. Je me rends compte des difficultés au niveau de la veste. Après, voilà, j'ai encore 2 semaines avant l'épreuve, donc je suis motivé pour me dire que ça va le faire, quoi. Va falloir tous les jours venir la faire et à force, ça va passer. Anthony tente cette fois sans la veste, trop lourde, du marin-pompier. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, ça roule. Deuxième échec. Il ne reste qu'une dizaine de jours à Anthony, avant les prochains examens. Pendant ce temps, la vedette, la bonne mère de Marseille, retourne sur les lieux du naufrage du galion, le Liberté 3. Sa mission ? Vérifier que la fermeture des vannes des réservoirs d'essence a bien fonctionné et que l'environnement n'a subi aucune pollution. Retour à la pointe Brigantin, où le galion repose par 15 mètres de fond. Dès les premiers mètres, les plongeurs ne repèrent aucune pollution visible. Également à l'approche de l'épave. Mais un des plongeurs prend la décision de vérifier jusque dans la cale du galion si les cuves sont bien restées parfaitement hermétiques et n'auraient pas laissé s'échapper un filet de carburant dans les eaux cristallines du Frioul. Après une soigneuse inspection, RAS, rien à signaler. La faune et la flore sont bien protégées de toute pollution. Mais le galion reste toujours un danger pour les plaisanciers qui naviguent dans cette zone. Le capitaine du Liberté 3 ne peut laisser son bateau en l'état. C'est pourquoi il a fait appel à des plongeurs civils expérimentés qui vont devoir se lancer dans une opération très délicate et extrêmement dangereuse. Le dématage d'une épave. Les plongeurs amateurs rejoignent le pont du bateau. Pour démater le mât principal, 2 plongeurs rejoignent son sommet pour tenter de désolidariser les drisses qui le maintiennent. C'est seulement une fois cette phase de décrochage effectuée qu'ils pourront s'attaquer à la base du mât. Mais le temps presse, car un fort coup de Mistral est annoncé sur le golfe du Lion. La conséquence directe serait une forte houle. Et la zone dans laquelle les plongeurs sont à l'œuvre est très proche des rochers, et donc soumise au ressac. Le dématage se fait sans difficulté. Les mâts rejoignent la surface pour être évacués vers l'île du Frioul. Dépouillé de ses 2 mâts, le Liberté 3 a pris l'allure d'une épave d'un autre siècle,
pour s'octroyer une seconde vie. Celle d'une épave que les plongeurs pourront désormais explorer comme un authentique galion du XVIe siècle. La Bonne Mère de Marseille, qui a veillé sur l'opération jusqu'au bout, rejoint cette fois le continent pour se mettre à la disposition d'autres urgences du COSIM à partir de sa base de Pointe-Rouge. Cette caserne, à l'image de la Bonne Mère de Notre-Dame de la Garde, protège les Marseillais. Chaque année, le renouvellement des marins-pompiers est assuré par près de 200 nouvelles recrues, pour un effectif total de 2500 hommes et femmes. Ce matin, à la caserne de Plombières, ils sont une dizaine de jeunes marins-pompiers à passer une batterie de tests physiques en vue de la préparation de nouvelles qualifications. Nous retrouvons Anthony, qui doit prouver aujourd'hui qu'il a recouvré sa condition physique. Après quelques semaines d'entraînement, il va tenter de se hisser sur la fameuse planche. Cette planche, située à 2,40 m du sol, est l'épreuve de la dernière chance pour Anthony. C'est là que tout se joue, ma carrière se joue quasiment. Donc, si je rate, on va dire que c'est quasiment fini pour moi, quoi. La fin de contrat s'arrête et voilà, il me restera plus que quelques mois et après, je pourrai repartir chez moi. Le dernier à passer est Anthony. Épreuve réussie. Anthony cache sa joie. Il continuera à faire partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Ça y est, c'est passé. Un petit peu peur, mais c'est passé. Ça a été, ouais. Un peu difficile, la douleur à l'épaule là, qui se réveille d'un coup, mais je m'y attendais, c'est normal. C'est normal. Retour à la caserne Saint-Pierre. Intervention et c'est le deuxième départ. Team à domicile, agitation. Une personne qui est bloquée dans son appartement, qui j'ai mis derrière, donc c'est peut-être une personne âgée qui a chuté, qui est derrière. L'équipe du VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes de Saint-Pierre, vient d'être appelée par le concierge d'un immeuble qui est sans nouvelles depuis plusieurs jours d'une de ses locataires. Le fourgon incendie est déjà sur place. Après plusieurs tentatives pour entrer en contact avec la victime potentielle, deux marins-pompiers tentent de pénétrer dans l'appartement par le balcon voisin. Pendant ce temps, Jonathan et son équipe tentent une nouvelle fois d'entrer en contact avec la locataire par la porte principale. Madame, c'est le pompier. La personne ne répond pas aux appels. On évite de casser les portes d'entrée parce qu'après ça engendre des frais derrière. Donc en général, on privilégie les ouvrants extérieurs. Donc on passe de balcon à balcon ou il passe de l'étage supérieur à l'étage inférieur. C'est la procédure habituelle.
Madame, c'est les pompiers. Toujours pas de réponse. Pénétrer par la salle à manger est l'option la moins brutale. Nous sommes au cœur de l'été marseillais. La porte-fenêtre de la salle à manger est par miracle restée ouverte. Le marin-pompier recherche une victime en priorité et ouvre la porte d'entrée. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est une insulte, non? La locataire est vivante. Bien vivante. Elle crache un peu au visage. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, madame? Ça va odeur de pain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi? Essayez. On regarde le gaz de suite, s'il te plaît, voilà. C'est l'eau, hein. Le gaz, je vais couper. Madame, vous venez avec nous 2 secondes? Hein? Vous venez vous asseoir? C'est les pompiers, vous inquiétez pas. Vous avez eu peur? Vous avez vu du monde rentrer, c'est normal. D'accord? Vous venez avec nous, on s'assoit sur le canapé? Oh, ça va. Allez, dégage. Hein? Allez, venez. Bonjour, madame. Allez. Vous venez avec moi? Regardez, Non, ça va, ça va. non, c'est une demoiselle, elle va pas vous agresser, madame. Dégagez-moi. Jonathan n'insiste pas. Il ne veut pas effrayer la femme âgée et en profite pour jeter un coup d'œil dans l'appartement. Donnez-moi la main. Ouais, on va voir l'état général de l'appartement. En fonction, toujours, il y a des traitements médicaux, là. Voir si elle n'est pas suivie, parce que des fois, il y a des cachets typiques pour tout ce qui est bipolarité, tout ça. Les risques, ils peuvent être incalculables. Sous un coup de démence ou quoi, elle peut très bien allumer le gaz, faire... voilà, on ne sait pas, quoi. Nous, voilà, pour la protéger, protéger bien sûr les habitants de l'immeuble, elle est sous notre responsabilité, entre guillemets. La locataire est très agressive, mais est-ce passager? Doit-elle rejoindre les urgences psychiatriques? Concrètement, La décision est lourde pour 2 Jonathan. possibilités. Ou vous acceptez gentiment, calmement, on vous examine. Ou alors, si ça se passe mal, je vais faire venir un médecin. Non mais voilà, vous voulez pas, on est d'accord. Nous, on est là pour vous aider, madame. Et pour vous nous aider, il faut que vous nous aidiez. Il faut répondre un petit peu à nos questions. Qu'est-ce que vous avez? S'il vous plaît, ma fille. Enfermée chez elle depuis plusieurs jours sans donner signe de vie, la locataire est-elle un danger pour elle-même et pour les autres occupants de l'immeuble? Bon. Tu la surveilles, je vois avec le 15. Jonathan doit prendre une décision, mais il ne peut la prendre seul. Il doit évaluer la situation avec un médecin du SAMU. Puis ouvert, en fait, on est en présence d'une dame de 82 ans qui présente des troubles du comportement avec agressivité envers nous. Voilà, donc je peux pas la laisser comme ça parce qu'elle représente une menace pour elle-même déjà. Et donc c'est où je la prends de force ou alors faire déplacer un SMUR, mais bon. Ah oui, bien sûr, ça marche. Donc elle sera transportée sur Timone. Hein? La décision est prise, Ben non, je vais tout faire mais risque de s'avérer compliquée. Allez, merci. Au revoir. Quelque chose qu'on n'aime pas. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a transporté de force. Bon, madame. Ouais, alors, j'ai le médecin. On est obligé de vous emmener à l'hôpital. C'est où vous venez avec nous gentiment, on vous met sur une chaise, on descend gentiment. Pas d'agressivité, pas d'insultes. Nous, on est sympa avec vous, vous êtes sympa avec eux. D'accord? Ou alors, on vous prend de force. C'est pas... Hein, je pense que c'est pas top. La deuxième option, elle n'est pas... Voilà. Oui, mais pour moi aussi. Je me doute. Donc, vous acceptez de venir avec nous gentiment? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est gentil, alors. Les marins-pompiers de Saint-Pierre transportent la victime avec douceur. Vous la menez où, là? Timone. Timone. Allez, ben merci pour elle. Allez, au revoir. Au revoir. Le bataillon assure en moyenne près de 130 000 interventions par an, dont 81% sont des secours à la personne. Être marin-pompier à Marseille, c'est vouer sa vie au service des autres.
j'étais pompier sur les bâtiments de la Marine nationale. Pour moi, c'était une logique d'intégrer le bataillon, qui est un peu l'élite des différents du corps des marins-pompiers. Quand nos jeunes, quand nos petits sont au feu, en intervention, qui sauvent des vies avec une compétence incroyable, quand je me suis dit que je suis leur amiral, je suis humble en me disant est-ce que je serais capable de faire ce qu'ils font, et en même temps, c'est un honneur magnifique. Je suis très content et très fier de faire partie de cette grande famille.